Bonjour, ici François Tadei des productions C140KB. Bienvenue à cette autre émission de Micro.info. Cette semaine, pour l'édition du 5 mai 2003, il sera question au cours du segment technique presque exclusivement que de DVD. Donc, nous allons parler des fameuses étiquettes de DVD qu'on peut se concevoir à la maison, des logiciels permettant de copier de DVD à DVD ou de DVD à DVX. D'ailleurs, on va parler avec Luc Fortin de ce format de codage. Et on va commencer tout de suite avec Steve Marcineau qui, lui, va nous présenter des graveurs DVD. Les prix des graveurs DVD ne cessent de chuter, donc peut-être que c'est un bon moment pour magasiner, on se le demande. On va voir avec Steve Marcineau parce qu'évidemment, encore une fois, on a des guerres de standards dans ce marché-là, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Bonjour Steve. Bonjour François. Pour aider les consommateurs, on a 4 normes, encore une fois, et on pense toutes que c'est la même chose, mais en réalité, il y a 2 grandes puissances derrière ces normes-là. Hein? Oui, on trouve 2 grandes alliances. D'un côté, ce qu'on appelle le DVD Forum et le DVD plus R Alliance, qui sont contrôlés par des diverses marques de commerce. Donc, d'un côté, on retrouve les gens de Panasonic, Toshiba, ainsi de suite, et d'un autre côté, Sony avec le standard DVD plus R. Ça nous rappelle les éternelles guerres qu'on a dans ces milieux-là, que ce soit à l'époque du bêta ou ainsi de suite. Mais là, ça donne 4 normes sur le marché distinctes. Donc, on va avoir des graveurs et des lecteurs qui vont lire ou écrire selon ces normes-là. Donc, quelles sont ces normes-là? Évidemment, on retrouve le DVD-R, le DVD-RW d'un côté, et puis de l'autre côté, les DVD plus et R et plus RW. Est-ce qu'il y a une norme qui est supérieure à une autre, qui est plus récente, plus avancée technologiquement? Oui, techniquement, le DVD plus R a un net avantage par sa conception qui est beaucoup plus robuste. Donc, on trouve des fonctionnalités, surtout pour l'édition, l'imagerie, la vidéo. Je pourrais dire que le DVD plus R est beaucoup plus supérieur. Là, on parle bien sûr de graveurs ici pour l'ordinateur, mais de plus en plus de personnes veulent se servir des créations qu'ils ont faites par leur ordinateur pour les utiliser sur leur lecteur DVD de salon. À ce moment-là, la compatibilité n'est pas égale non plus selon les différentes normes. Non, évidemment, on retrouve les standards qui sont différents au niveau des PC, mais au niveau des lecteurs de maison aussi, on se retrouve avec des lecteurs qui sont capables de lire un ou les 2 standards. Au niveau du DVD plus R, par contre, je dirais que la plupart des lecteurs de maison, là, près de 90% sont capables de lire ce standard. Donc, avec le DVD plus R, on s'assure que lorsqu'on fera l'écoute à la maison, évidemment, le tout va fonctionner. Et là, ce qu'on commence à entendre parler, c'est des nouveaux lecteurs qui font leur apparition, qui unissent les 2 normes. Donc, ça va probablement régler le problème, espérons-le, définitivement. Là. Oui, d'ici cet automne, là, même présentement, on voit là, que sur le marché, il apparaît des nouveaux lecteurs qui vont lire les 2 standards au moins et même plus, je dirais, au niveau du gravage, qui vont graver les 2 standards. C'est le cas, je pense, de Sony, qui était le premier à se lancer. Là, C'est ça, depuis peu, là, Sony a déjà un modèle sur le marché. L'autre chose qui évolue, bien sûr, dans ce marché-là, c'est les performances, d'écriture, de lecture, tout ça. On se trouve à quel niveau actuellement au niveau des DVD, les graveurs? Le DVD plus R avait le pôle avec un 2.4X. Par contre, là, depuis sous peu, là, depuis très peu de temps, le DVD-R a sorti le 4X, donc avait la pôle, mais bon, le DVD plus R a annoncé là, la sortie du 4X aussi, donc là, il va reprendre la pôle. Donc, on se situe à peu près autour de ça. Puis, les prix, ça a baissé beaucoup parce que, bon, on va en parler tout à l'heure, ça chute quasiment tous les 3 mois actuellement. Là. Oui, présentement, pour 300 $, on peut se procurer un très bon graveur, mais on prévoit là, évidemment des diminutions encore importantes. Si on regarde, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le marché? Le leader, peut-être actuellement, ce serait HP là, au niveau, je dirais, de l'agressivité face à ce marché-là. Qu'est-ce que fait HP de spécial? Ben, HP a présentement sur le marché un tout nouveau modèle qui est pour l'instant un peu distribué au Canada, qui est le 300E. Celui qu'on retrouve surtout au Canada, c'est le 200E, un modèle que j'ai avec moi ici ce soir. Bon, évidemment, on parle du standard dans le cas d'HP DVD plus R et plus RW. Donc, évidemment, c'est à faire attention aussi, il faut se procurer les bons médias pour ce type de lecteur. Au niveau des performances, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on retrouve
les vitesses 2.4x au niveau de l'écriture au niveau du DVD, plus R. Et puis, évidemment, on a des fonctions pour graver aussi des CD. Il faut dire que les graveurs de DVD gravent aussi des CD. Donc, on a différentes performances à ce niveau-là. Là, tu as amené un modèle externe, mais bon, il existe l'interne aussi. Mais dans l'externe, quelles sont les normes de communication? Est-ce que c'est FireWire, USB, les deux? On retrouve les deux. Donc, du côté d'HP, on y va avec le USB 2.0 et le FireWire. Donc, le 200E, c'est ce qu'on retrouve le plus actuellement de HP sur les tablettes. Le 300E, ça s'en vient probablement bientôt. C'est ça. Mais au niveau là, des nouveautés, si quelqu'un avait, par exemple, même un ancien modèle, est-ce qu'il y a des mises à jour du firmware qui peuvent être possibles pour l'améliorer? Il y avait pour le modèle 100E qui est possible d'avoir une mise à jour, évidemment. Mais pour le 200E, c'est pas possible. Donc, il faut se procurer le 300E. Le 300E, bon, on parle d'une vitesse de 4x au niveau de l'écriture de DVD. Et particularité qui est nouvelle, c'est qu'on va pouvoir lire des DVD -R. OK. Donc, si on s'est procuré un modèle comme celui-là, Steve, il y a quelques mois, à 650 $, on se trouve un petit peu dans une situation désolante, hein? Oui, je dirais pour l'instant, faudrait patienter et attendre cet automne pour faire un choix judicieux, parce qu'évidemment, les gens qui se sont procurés, là, je pourrais dire des graveurs dans les derniers mois, là, vont peut-être être pénalisés, étant donné qu'une unification des standards sont à prévoir. Puis ce qui a peut-être joué contre toi dans ce sens-là, parce que tu t'es procuré ce graveur-là, c'est que les médiums ont baissé énormément et là, ça devient très alléchant. On se dit, c'est plus la limite, c'est plus 20 $, c'est rendu combien environ, là? Ben, au niveau du DVD plus R, on parle de 3 à 5 $. Au niveau du DVD moins R, c'est beaucoup moins dispendieux, on parle de 1 à 2 $. Par contre, c'est sûr qu'il faut faire attention, là, on a l'achat de l'équipement, les standards à supporter, et puis on peut se retrouver avec un lecteur à la maison qui ne lira pas nos DVD. Et ce que tu as fait aussi en Internet, tu as fait beaucoup de lectures, tu as regardé dans différents magazines, sur des sites Internet, un peu. Quels sont les lecteurs les mieux cotés? Donc, tu en as peut-être un genre de top 5 à nous présenter. C'est ça. Bon, ce que je conseillerais aux gens, c'est le Sony, comme on a parlé, étant donné qu'il est possible avec le Sony de supporter les deux standards. Donc, avec ça, on n'a aucun problème. Ensuite de ça vient le HP, par sa robustesse, par son emballage et ses logiciels qui sont fournis, qui en quand même aussi offre la nouvelle vitesse de transfert qui est de 4x. Ensuite, on retrouve au troisième rang le Pioneer, qui lui supporte le standard DVD-R, mais qui est très performant et je pourrais dire très abordable. On retrouve aussi en quatrième le modèle de l'ACI, qui est un modèle là, externe encore là, qui offre beaucoup de fonctionnalités, maintenant qui supporte le 4X aussi au niveau de l'inscription. Et puis finalement le Toshiba, qui est le meilleur rapport qualité-prix, je pourrais dire, là, parce que présentement, du côté de Toshiba, on est agressif et puis on peut obtenir un graveur à peu de frais. À peu près 250 $. Donc, on peut même estimer que cette barre-là va continuer de descendre au fur et à mesure que l'année va avancer. Donc, peut-être oui. le mot d'ordre, si vous n'en avez pas vraiment besoin actuellement, patienter, c'est un bon... Je dirais d'attendre cet automne. Sinon, la plupart des grands manufacturiers vont intégrer dans leur configuration de base, là, même comme dans le cas d'HP, c'est déjà commencé. Donc, on retrouve là, des graveurs là, de DVD à la place d'un graveur de CD. Là. Merci beaucoup, Steve. C'est moi qui te remercie, François. Notre Lavallois préféré est venu faire un tour pour discuter avec nous de DVX. Bonjour Luc. Salut François. Alors, cette semaine, on parle beaucoup là, de thématiques, gravure, DVD, tout ça, mais il existe quand même des choses qui ont évolué au fil des ans. Si on parle de DVX, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est quoi exactement? C'est quoi ça? En fait, le DVX, c'est un peu comme le MP3 dans la version vidéo. Ça vient en fait du MPEG 4 que vous allez sûrement entendre parler, qui n'est pas encore officiellement sorti partout parce qu'il y a plusieurs chicanes présentement là-dedans. Mais DVX ont sorti un genre de codec qu'on peut compresser le vidéo et vraiment écraser le vidéo comme un MP3 pour réduire la taille du fichier. Ça a vraiment été fait pour pouvoir transférer des fichiers en plein écran, pleine qualité, sur Internet pour être capable de les transférer entre ordinateurs. Et le codec MPEG-2, ce format-là, existe depuis des années et est utilisé à toutes sortes de fins. Mais si on compare au niveau du DVX, au niveau de la compression, c'est quoi? Ben, si par exemple, vous prenez un DIVX et que vous le compressez, vous pourriez avoir un fichier de 10% à la valeur du même fichier en MPEG-2. Et si vous y allez en VHS, c'est 1%. Donc la compression est énorme. Un peu comme un MP3, on extrait une chanson d'un disque qui a 50 MB, on la compresse en MP3 et est rendu à 2 MB et demi, 3 MB. C'est à peu près la même chose, mais version vidéo. Puis ça, le DVX, bon, c'est un codec
codec, c'est un logiciel qu'on peut aller télécharger sur dvx.com. C'est ça, c'est un codeur-décodeur. C'est ce qu'on appelle un codec. Mais lorsqu'on veut l'utiliser, est-ce qu'on est limité à des plateformes? Bien, présentement, il y a beaucoup de plateformes et c'est ça qui est l'avantage. C'est qu'une fois qu'on s'en va vers cette technologie-là, ça marche sur PC. Vous pouvez soit télécharger un codec normal et l'utiliser avec tous les programmes que vous avez, que ce soit Media Player, Real Player, ATI Player, ou y aller avec directement le lecteur de DVX. Vous pouvez y aller aussi en Macintosh, vous pouvez y aller en Linux. Et aussitôt que vous avez le lecteur pour ce fichier-là, vous pouvez tout simplement appeler et le fichier va jouer dans la plateforme. Il y a même une version Pocket PC, je crois. Oui, bien si jamais vous avez des présentations, évidemment, mettez pas ça là, full screen DVD 720 480, mais sur un agenda électronique Pocket PC, on peut même télécharger un lecteur pour le DVX et faire jouer des présentations directement sur notre agenda. Évidemment, on parle peut-être de fichiers de 7, 8, 10 MB. Alors, on pourrait les mettre sur des cartes de mémoire et les faire jouer sur notre agenda pour montrer, mettons, à quelqu'un une présentation, une vidéo, quelque chose comme ça. Oui, mais sachant que les cartes mémoire évoluent, je pense qu'il y a des compagnies qui sont dit à des 3 gigaoctets. Bon, c'est 2500 $, puis si on la perd, on en a perdu tout ouais, c'est ça. Mais ça va sûrement être de plus en plus intéressant. Ben, ça s'en vient de plus en plus intéressant. Et il ne faut pas oublier qu'aussi, on pourrait avoir des cartes réseau sans fil qu'on mettrait dans notre palme et on pourrait directement se connecter sur notre serveur à la maison ou, par exemple, dans l'entreprise et pouvoir streamer directement dans l'agenda électronique. Et là, on va parler de console, parce que c'est un peu plus controversé comme sujet, parce que bien entendu, lorsqu'on achète une console, c'est fait pour jouer à des jeux, écouter des films, mais il y a des choses qui sont possibles de faire. Ben, c'est ça. Faut penser, quand Xbox a été sorti, Microsoft voulait rentrer dans le salon, quitter la salle d'ordinateur, rentrer dans le salon et prendre le contrôle du salon complet. On voulait écouter des DVD, on voulait jouer à des jeux, on voulait écouter des MP3, peut-être écouter la télévision là, avec l'ordinateur qui prévoyait mettre dans le salon. Ça s'en vient, ces choses-là. Ça s'en vient. C'est tout en développement, puis on va voir ça de plus en plus. Le DVX est vraiment en train de rentrer dans notre salon. Si, par exemple, on prend la PlayStation 2, sur la PlayStation, il y a deux manières d'écouter des DVX. Vous pouvez faire un CD qui va booter directement avec la PlayStation, mettre le lecteur dessus et votre fichier DVX, tout simplement le mettre dedans comme un lecteur DVD et l'écouter sur votre PlayStation. Sinon, il y a une autre compagnie qui s'appelle BoardQ qui a inventé le QCast, qui est une carte réseau quand vous achetez votre carte réseau PlayStation pour jouer, exemple, sur PlayStation Online. Vous la branchez sur votre machine et vous la reliez à votre routeur. Avec le logiciel que vous allez mettre dans votre ordinateur, vous allez partager un peu un genre de Napster, les fichiers DVX sur votre ordinateur qui vont être transférés en direct dans votre PlayStation pour les faire jouer dans le salon. Donc, avec votre carte réseau, vous avez dans votre salon, sur votre TV 27-32 pouces, le fichier qui vient directement de l'ordinateur. Là, ça commence à être intéressant d'avoir des DVX. Puis on voit que les compagnies s'intéressent à ça aussi pour des fins de développement. Exemple, Nintendo. Nintendo a demandé à tous les... En fait, ils ont lancé un Software Development Kit pour permettre aux développeurs de faire toutes les séquences vidéo des jeux directement en DVX, qui va donner plus de place sur le CD de 1.3 GB de Nintendo. Donc, laisser plus de place pour mettre des jeux, des choses comme ça, au lieu de mettre une vidéo qui prendrait, mettons, 600 MB ou quelque chose comme ça. Il faut le dire, bon, les consoles actuellement, la plupart sont pas faites pour le faire. Des fois, il faut faire des modifications qui sont pas légales, donc ça, faut le dire, pour écouter des films DVX. Mais la prochaine génération de consoles qui s'en vient, on le sait qu'ils pensent tout à ça, là, de mettre. C'est ça, ils veulent vraiment bâtir une boîte qui, quand je vais rentrer dans le salon, je vais tout pouvoir faire avec pour connecter Internet, écouter des stations de radio Internet, tout faire comme ça. Donc, en centralisant tout et en donnant des genres de standards qu'on peut reprogrammer, exemple, un programme qu'on pourrait reprogrammer, exemple, notre Xbox pour qu'il y ait une nouvelle version ou même un player, Media Player qui pourrait lire du Xbox. On branche notre Xbox sur l'ordinateur, on stream, mettons, avec .net, parce que ça s'en vient, on commence à le trouver sur Internet, des lecteurs de DVX .net à partir d'un serveur .net où ce qu'on va aller directement au Xbox. Mais c'est pas encore disponible, puis on le voit pas, on peut pas downloader ça encore. Puis les lecteurs DVD de salon, eux, bon, depuis quelques années, bon, les prix baissent, aussi sont de plus en plus compatibles avec toutes sortes de technologies. On peut écouter des MP3 entre autres, mettre des photos VCD, tout ça. Mais là, le DVX sur les DVD de salon, c'est commencé? Ça a commencé. JVC a annoncé l'année passée la première sortie du modèle XVDXIBK qui pouvait lire le DVX, mais par contre, il est très difficile à trouver et il y a certains endroits seulement sur Terre. Moi, j'ai trouvé 3 sites web qui étaient disponibles. C'est un peu difficile à trouver. Par contre, la compagnie KISS Technology en Europe fait plusieurs lecteurs. Les deux lecteurs les plus intéressants, c'est le DP450 et le DP500. Ce sont deux lecteurs DVD complets où on peut mettre des disques et ils vont lire aussi le DVX 3, 4 et 5.0. L'avantage qu'il y a avec le 4.0, c'est que vous prenez votre disque, vous le mettez à l'intérieur, ça joue, that's it. Le 500, lui, il y a une carte réseau qu'on va aller brancher sur notre ordinateur et il va transférer directement les fichiers de notre ordinateur directement dans le lecteur DVD pour les envoyer directement sur notre TV 60 pouces au plasma qu'on a sur notre mur.
Bien sûr, si on est riche. Oui, ben, mais c'est ça. là, on va peut-être terminer là-dessus, Luc. Bon, le DVX, c'est bien beau. C'est le MP3 du vidéo, si on l'apporte ainsi. Mais si on se procure un terminal numérique, que ce soit Vidéotron Helico, Bell Express Vue, Star Choice, eux utilisent le format MPEG 2, donc l'ancienne technologie. Est-ce que le DVX, bon, MPEG 4, ça va en venir à être populaire bientôt? Ça ne sera pas remplacé la semaine prochaine parce que les compagnies ont investi des milliards pour pouvoir développer, streamer la vidéo sur demande, le satellite, toute la technologie présentement MPEG 2, qui est quand même une vieille technologie parce que ça allait commencer à évoluer dans les années 90, 11, 12, 13. Là, c'est là que la formation de cette technologie-là a été bâtie. Puis il y a des améliorations là, toujours à chaque année. Là. Mais quand même, c'est une vieille technologie. On ne peut pas demander aux compagnies de télévision de nous investir un autre 1,5 milliard pour tout convertir puis s'en aller vers le MPEG 4, DIVX, haute définition. Et ça va prendre beaucoup de temps. Par contre, avec l'Internet, l'avantage qu'on a, c'est maintenant, c'est l'usager qui peut lui-même commencer à télécharger des films, les envoyer vers son ordinateur. Si on prend un PlayStation 2 et qu'on écoute nos DVX dessus avec un module à 150 $, ça devient vraiment intéressant d'avoir une bonne qualité sur notre télévision. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Nous, maintenant, on va aller retrouver Maxime Plante qui va nous parler des logiciels permettant de faire de la copie de DVD. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique, en électronique et le centre de services de la région de Québec, qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale. Bonjour Maxime. Salut François. Avant de parler de logiciels qui permettent de copier des films DVD, on va se poser la question suivante. Est-ce que c'est légal tout ça? Est-ce que c'est légal de copier des DVD? C'est ce que tente de déterminer présentement la justice américaine et aussi évidemment les producteurs de logiciels. Du point de vue de l'industrie du film américaine ou du point de vue de l'industrie du film mondial, c'est illégal de se copier des films pour faire de l'échange, c'est certain. Mais ils sont vraiment pas d'accord avec les compagnies qui produisent aujourd'hui des logiciels qui permettent de faire la copie. Et c'est ces logiciels-là aujourd'hui qu'on va regarder. Oui, parce qu'évidemment, si on est un particulier, bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont pirater pour pirater, mais il y a des gens qui vont avoir des fois des bonnes raisons pour faire une copie de sauvegarde, si on veut. Il y a des bonnes raisons pour se faire des copies de sauvegarde de films. Par exemple, on achète un DVD, ça coûte 30 $, ou même si on achète une collection, ça peut coûter plus cher. Si c'est un DVD qu'on va réutiliser souvent, on peut le briser. C'est fragile, un DVD. Surtout si c'est un DVD qu'on va acheter, par exemple, pour les enfants, et que les enfants se mettent à jouer avec ça, ils peuvent facilement mettre leur crayon feutre dessus puis faire n'importe quoi avec le disque. Donc, si on se fait une copie de sécurité, à ce moment-là, on est certain qu'on va toujours garder l'original en bon état puis on va pouvoir s'en faire une copie si notre copie qu'on utilise à tous les jours devient brisée. Et on peut aussi se faire des copies directement sur le disque dur, par exemple en DivX. Ça peut être utile si on va en voyage, on veut mettre des films sur son portable, on copie nos DVD sur le portable. À ce moment-là, s'ils sont sur le disque dur, ça va prendre beaucoup moins de batterie que si on doit mettre on doit faire jouer le DVD dans le lecteur DVD de l'ordinateur portable. Et puis, ça nous permet de les garder sur l'ordinateur tout le temps au lieu de traîner 5 ou 6 disques. Là, on peut tout mettre sur le disque dur. À ce moment-là, ce sont des raisons légitimes pour faire de la copie. Oui, puis on le sait, bon, l'année 2003 sera l'année où les graveurs DVD vont probablement devenir la norme. Alors, à ce moment-là, il va falloir que ça se règle cette question-là. Mais entre-temps, il y a des logiciels qui existent sur le marché. On va en parler d'une compagnie qui fait beaucoup parler d'elle, c'est 3-2-1 Studios. Oui, le logiciel, c'est DVDX Copy. C'est un logiciel tellement simple, c'est aussi facile que faire une copie de disquette dans Windows. Mais étant donné que cette compagnie-là est présentement en cours, la compagnie essaie de se protéger. Donc, dès qu'on parle de logiciel, la première chose qu'on nous dit, c'est attention, vous ne devez pas faire de copie illégale. Donc, il faut faire agree une fois. Ensuite de ça, on va nous dire est-ce que c'est un DVD qui est emprunté ou loué? Il faut dire non. Mais dès que tu tombes dans l'interface, tu vois que c'est un logiciel qui est très simple. Tout ce que tu pourrais faire, c'est prendre un DVD et faire Burn Now. Donc, tu pars ta copie et puis tout simplement ce qu'il va faire, c'est qu'il va copier le disque sur le disque dur. Il va te demander insère un DVD vierge, puis tu vas le copier directement sur ton DVD vierge. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec tous les formats de DVD? Parce que là, il y en a des DVD multicouches, tout ça. Est-ce que ça gère tout ça? La plupart des DVD qu'on va louer aujourd'hui au club vidéo, ce sont des DVD qui sont à double layer, donc double couche. Ce ne sont pas simplement des DVD de 4.7 gigs comme les DVD qu'on peut graver. Parce que les graveurs DVD aujourd'hui ne peuvent pas graver des DVD plus haut que 4.7 gigs. C'est impossible de graver deux couches. Donc, ce que le logiciel va nous permettre de faire, c'est tout simplement qu'il va diviser les title sets du DVD
à l'intérieur. Il va nous permettre d'en faire les previews même. Donc, ce qui va nous permettre de faire, c'est de partager l'information. On sait que sur les DVD, des fois, on a les featurettes, par exemple, le Director's Cut ou des previews de films. Il va nous permettre d'enlever ces choses-là et de séparer ça sur 2 DVD. Donc, on va se retrouver, dans le fond, avec 2 DVD gravés à la fin. On va faire jouer le premier, on va aller dans le menu à une place, et il va nous dire, ben là, insérer le deuxième disque. Donc, on va insérer le deuxième disque pour voir le reste du DVD. Donc, c'est aussi simple que ça. Si on veut que la copie du film comme tel, à ce moment-là, on va pouvoir en prendre juste un DVD peut-être. Ben exactement. On pourrait lui dire, je veux simplement garder le film et puis on va enlever les restes. Ce ne sera pas un problème. Le logiciel est capable de faire ça. C'est très simple. Une visualisation de ces fameux title sets, parce que des fois, on voit ça, les fichiers, c'est pas évident. Effectivement, c'est écrit title set 1, 2, 3, 4, ça veut rien dire. Donc, on va faire une prévisualisation. Comme on voit ici, j'ai pris le DVD de La Momie. Là, il nous montre un petit bout de vidéo du film original. Donc, ça, on a pu facilement l'enlever. Et c'est pas plus compliqué que de faire une copie de disquette, comme je disais là. Ça, c'est un logiciel qu'on peut se procurer en ligne actuellement, qui n'est pas nécessairement très dispendieux. Pour combien de temps, on ne sait pas, parce que la cause est présentement entendue. C'est quand même assez dispendieux, une centaine de dollars US, là. Mais c'est un logiciel, effectivement, qu'on peut télécharger. Et puis souvent, il y a des compagnies qui vont vendre ce logiciel-là pour un petit peu moins. Ils vont donner des rabais avec des coupons pour aller acheter des DVD au magasin. Parce que c'est un logiciel parmi tant d'autres, parce que ça pousse actuellement, ces logiciels-là, il y en a partout, là. Effectivement, on reçoit un paquet de spam souvent de compagnies qui offrent ce genre de logiciel-là. Et il faut faire attention parce qu'il y en a qui font des imitations. Des fois, il y a même des compagnies qui redistribuent des logiciels freeware à travers ces compagnies-là. Donc, il faut y aller avec une compagnie qui a quand même une certaine réputation. Là, on va parler de DVX Video Duplicator. En quoi ce logiciel est différent de l'autre? Ben, pour faire des copies avec DVD Xcopy qu'on vient de voir, ça prend évidemment un graveur DVD. Avec ce logiciel-là, DVX Video Duplicator, ça va nous permettre de faire des copies soit sur des SVCD, par exemple, ou encore de faire des copies directement sur le disque dur pour garder les fichiers archivés. Donc, si on a un lecteur DVD-ROM, tout simplement, standard, et qu'on a ça sur notre ordinateur, on peut à ce moment-là prendre notre fibre et l'embarquer dans ce logiciel-là. Qu'est-ce que le logiciel permet de faire, là? Est-ce qu'il va traiter le film de certaines façons pour le compresser? Ben, ce qu'il va faire d'abord, c'est qu'il va extraire l'information du DVD, la transférer sur le disque dur, après ça, nous permettre de faire des manipulations. Quand on ouvre le logiciel, on voit qu'il est divisé en 5 sections. L'extraction, l'encodage, le traitement audio, la finition et des outils supplémentaires. On va principalement utiliser les 2 premières fonctions, soit l'extraction et l'encodage. L'extraction, c'est tout simplement l'extraction des fichiers sur le CD-ROM et le transfert sur le disque dur, le DVD-ROM, pardon. Ensuite de ça, il va nous permettre de faire le transcodage. Donc, on va lire les fichiers VOB qui sont rendus sur le disque dur et puis on va les transformer en DivX, donc de différents formats. C'est un logiciel qui est tellement simple d'utilisation, il nous donne même des petites aides en haut de chaque bouton pour être certain de savoir ce qu'on fait. En français, s'il vous plaît, parce que c'est un logiciel français, ça. Oui, c'est très bien fait. Donc là, tu vois, je vais extraire l'information du DVD. Je peux choisir différents fichiers sur le DVD. Si je ne veux pas tout extraire, je pourrais extraire simplement un fichier VOB ou un title set pour le transférer sur le disque dur. Ça se fait très rapidement parce que c'est de la copie directe. Il n'y a aucun traitement d'image qui est fait parce que le traitement d'image, c'est ça qui est là en vidéo numérique. C'est certain que ça prend de l'espace disque parce que si c'est un DVD de 9 GB, là, ça peut facilement prendre 9 GB d'espace disque plus la compression par la suite. Mais quand même, la plupart des films, on peut les extraire là, en 5 GB à peu près. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais choisir le codec que je veux prendre pour encoder le fichier, le codec vidéo. Ensuite de ça, je vais aller pour choisir la résolution que je vais lui donner parce que je peux réduire un petit peu la résolution. Pour l'affichage écran sur ordinateur, des fois, c'est un petit peu plus beau d'avoir juste 512 pixels de large. Je peux retoucher le cadrage parce que des fois, il peut y avoir des bandes noires de chaque côté du DVD, surtout si c'est un DVD qui a été fait en vidéo. On peut aussi aller chercher une section particulière d'un film qu'on voudrait avoir. Effectivement. Si je veux juste un petit bout du film, je peux aller chercher un point d'entrée et un point de sortie sur ma bande vidéo et puis il va tout simplement couper et garder seulement le bout de fichier qui m'intéresse. Ça se fait comme dans n'importe quel logiciel de montage. Là, on met un in, un out et il va garder cette information-là. On pourrait aussi déterminer un taux de compression audio moins compressé, aller le mettre à 128 bits plutôt qu'à 96 ou même à 256 si on veut ou plus haut que ça. On va choisir quelle bande audio sur le DVD on veut parce que les DVD, des fois, vont avoir de l'audio en français, en
espagnol, en anglais. Donc, on va lui dire, supposons, je veux la track en anglais. On pourrait mettre plusieurs tracks, mais là, ça demande du traitement un peu plus poussé. Et ensuite de ça, on va lui dire, je veux que tu découpes le fichier sur plusieurs CD, par exemple. Si on veut faire plusieurs fichiers de 700 MB pour être capable de les copier sur des CD, on peut le faire dans ce logiciel-là. Ensuite de ça, il va faire des passes d'analyse et de compression de l'image. Tu vois que les passes d'analyse, ça roule quand même à 70 frames par seconde. C'est assez rapide, mais c'est sûr que pour un film qui dure 2 heures, mais ça va quand même prendre 1 heure. Puis après ça, il y a les passes de compression. Ça prend du temps à faire. Mais globalement, là, le temps que ça prend pour, je sais pas, copier un film d'1 heure en format DVX, encoder tout ça, est-ce que c'est très long? Ça dépend de la complexité qu'on choisit. Ça peut se faire en 1 heure ou 2, ou ça peut prendre de 6 à même 5 à 6 heures des fois. Là, ce que tu vois, c'est le fichier copié une fois qu'il est rendu en DivX à 512 pixels de large, et tu vois que c'est quand même une bonne image. Oui, c'est tout à fait regardable. Oui, même si les autos sont pas belles, ça reste qu'on peut le regarder sur la télé, et puis c'est acceptable comme qualité. Donc c'est un milieu qui bouge beaucoup, Maxime. On va certainement voir encore plein de produits arriver sur le marché, sauf si bien sûr la justice américaine et ensuite la justice canadienne, parce qu'on est toujours après, tranche et décide que c'est illégal tout ça. Malgré tout, je pense que les gens sur Internet vont continuer à s'échanger des logiciels. Le site à aller consulter si on veut en apprendre sur les fonctions d'extraction de CD et télécharger des logiciels, c'est le site doom9.org, donc Doom comme le jeu, 9 comme le chiffre.org, et ce site-là est rempli d'informations de logiciels parfois illicites ou illégaux. Oui, à ce moment-là, on ira voir la police parce que tu vois qu'elle est à l'écran actuellement. Ça s'en vient. Merci, Maxime. Ça me fait plaisir. Si vous gravez des CD ainsi que des DVD, sans doute parfois auriez-vous besoin d'étiquettes. Des produits, il y en a de plus en plus sur le marché. On va en parler avec Yves Laroche. Bonjour Yves. Bonjour François. On peut le constater, si on se rend dans une grande surface, une boutique spécialisée, on envoie de toutes sortes de compagnies des produits pour faire des étiquettes. Il y a E3 Works qui en fait un produit, mais pour environ 50 $, on a plus qu'une presse à étiquette. Là. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Ils nous fournissent, la presse à étiquette évidemment. Ils nous fournissent aussi des CD en format carte d'affaires, en format 8 cm, 12 cm, sur lesquels on peut tester les étiquettes. On a tout l'ensemble d'étiquettes pour ces types de CD-là également. Puis on a un logiciel aussi qui nous permet de faire le graphisme, puis d'avoir des graphiques là, génériques pour nos CD. On doit le mentionner, c'est quand même des étiquettes propriétaires. Hein? Ouais, le format, c'est pas du 8,5/11, c'est pas du 8,5/14, c'est un format selon leur standard eux autres. Donc c'est plus facile d'utiliser leur logiciel qui est déjà formaté pour ce genre d'étiquette-là. Parce que si on veut prendre Photoshop, se faire nous-mêmes des étiquettes. On peut calibrer, mais c'est plus difficile. Là. Si on fait peut-être une démonstration, on va un peu voir comment ça fonctionne. Alors, c'est peut-être un système qui est pas idéal au niveau de la mécanique. Hein? Non, c'est ça. On va commencer par enlever le petit top ici. On prend l'étiquette. On va placer l'étiquette sur le machin. On va prendre le CD avec le petit top. Puis ensuite, on vient relever la base pour aller coller l'étiquette bien au centre. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas le choix de toucher à la surface inscriptible. Hein? C'est ça. On est obligé de toucher avec nos pouces, même si on essaye là juste sur le bord, ça peut laisser des empreintes digitales. Mais est-ce que ce kit-là, malgré cette petite méthode-là déficiente, donne des bons résultats? Oui, ça donne des bons résultats. L'étiquette est bien centrée, ça colle bien. Je dirais que les avantages de ce kit-là, c'est qu'il permet justement de faire plusieurs types de CD. Si on a des cartes d'affaires, des formats cartes d'affaires, il faut avoir un kit comme ça. L'étiquette aussi est de bonne qualité. Là. Le papier est épais et puis l'étiquette colle bien. OK. On va parler maintenant de son concurrent qui est le CD Stamper, qui lui, se vend près une trentaine de $, mais vient pas avec toutes sortes de CD et d'autres accessoires, qui est vraiment spécialisé pour les formats CD dans le fond. Lui, il fournit peut-être moins de choses, comme on dit. Ouais, lui, il fournit le Stamper en tant que tel, qui est l'applicateur. Il va fournir aussi 2 types de papier sur lesquels on va imprimer. Il va avoir les étiquettes pour les CD, puis on va aussi avoir les pochettes de CD. On va avoir les cartons qu'on peut insérer là. Oui, parce que là, c'est peut-être la principale différence entre lui et l'autre produit dont on a parlé, c'est la possibilité de faire plus que des étiquettes, mais aussi les pochettes. Ça vient qu'un logiciel aussi propriétaire, mais qui est quand même assez simple d'utilisation. Oui, c'est assez simple. Ça permet d'intégrer aussi, encore là, des images génériques pour faire nos pochettes, pour faire nos CD.
Ils fournissent aussi des gabarits sur le CD, sur le site web, qu'on peut aller télécharger pour les logiciels, par exemple CorelDRAW ou Photoshop. Puis on importe ces images-là. On peut travailler directement dans notre logiciel avec lequel on est habitué, puis imprimer directement sur le format. Si on fait une démonstration pour voir un peu comment lui fonctionne au niveau de sa méthode, tu as déjà des collants prêts. On doit dire, jet d'encre, couleur, laser, noir et blanc, généralement ça va assez bien. Oui, tout fonctionne très bien là-dessus. Ici, j'ai un exemple laser couleur. Donc, on vient placer l'étiquette sur le stumper. On prend un CD, on place le CD, et on peut appuyer sur la partie centrale, et ça relève, et l'étiquette est placée. Donc, on voit qu'on n'est pas obligé de toucher jamais à la partie inscriptive avec nos doigts, donc on ne laisse pas de traces sur celui-là. Ouais, c'est un système qui est un peu plus facile d'utilisation à ce moment-là. Oui, c'est plus rigide aussi, c'est plus solide, c'est plus... Oui, on peut peut-être regarder le résultat. Lui, on doit le dire, l'étiquette ne va pas jusqu'au centre du CD, donc ça laisse là une partie ici, mais ça, c'est selon les goûts, là, parce que l'autre modèle, ça se rendait jusqu'au centre, alors c'est tout à fait correct. Là. Puis c'est pas très dispendieux, mais on doit le dire, quand on se procure ce produit-là, ça vient avec pas beaucoup d'étiquettes à l'achat, donc il faut en racheter et c'est là qu'ils vont faire un peu plus d'argent. C'est ça. OK. Donc, merci beaucoup Yves de nous avoir présenté ces produits. Ça fait plaisir. Affichez vos pixels vous est présenté par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient depuis 10 ans les professionnels de l'imagerie numérique d'aujourd'hui et les artisans de demain. Ouvrez l'œil sur les informations professionnelles les plus complètes de l'industrie. Contactez-nous pour une visite guidée. Affichez vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique. Voici les créations de la semaine. Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images, écrivez à l'adresse suivante. Au cours du segment jeu qui commence à l'instant, il va être question de jeux à paraître chez LucasArts, de jeux d'action-simulation sur la console PlayStation 2, mais on va commencer tout de suite avec Frédéric Dubois qui a des jeux de PC à nous présenter. Frédéric Dubois nous a rejoint. On va discuter de jeux pour PC, de jeux peut-être moyens cette semaine, on doit le dire. C'est pas vraiment des grands crus. Bonjour Frédéric. Bonjour François. On en a connu des meilleurs, mais il faut le dire, avant le 3 généralement, là, les gros titres sont tranquille. C'est tranquille, on sort à rien, on sait tous qu'est-ce qui s'en vient, donc on va peut-être voir qu'est-ce qui est paru dernièrement, qui quand même peut-être peut intéresser certaines personnes. Le premier, c'est Devastation, un jeu qui arrive de nulle part, mais qui a des prémices intéressantes. Ben, tout à fait, ça se déroule dans un futur pas tellement lointain. En 2075, c'est comme un univers post-apocalyptique. Donc, c'est une grande corporation, Gradius Corporation, qui s'est installée et qui règne en dictateur sur le monde. Donc, il y a certaines poches de résistance qui se créent donc pour combattre l'envahisseur, évidemment. Donc, vous êtes à la tête d'un de ces réseaux, qui, soit dit en passant, le héros ressemble beaucoup à M&M, donc pour ceux que ça intéresse. Mais sinon, bon, c'est pas une histoire extraordinaire. Ça reste dans les clichés très standards des jeux de tir à la première personne. Donc, on incarne Flynn Haskell, qui est le leader de ce groupe-là. Et on a différentes missions. Alors, au niveau de la jouabilité, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des missions, vous allez vous allier certains amis pour pouvoir vous aider dans vos quêtes, mais c'est très limité. Vous allez pouvoir leur donner quelques actions de rester à un endroit et de surveiller ou d'attaquer différentes parties. Mais bon, l'intelligence artificielle est très, très boiteuse. C'est probablement le pire point du jeu. Souvent, là, même nos alliés vont rester pris dans des murs parce qu'ils essaient de nous suivre en ligne droite, ou encore les ennemis nous attaqueront pas. On va être à quelques mètres en avant d'eux, on vont attendre on ne sait trop quoi avant de nous attaquer. Donc c'est le plus gros défaut en fait du jeu. Le reste c'est quand même assez bien au niveau des environnements. Ça utilise le Unreal Engine, c'est-à-dire que c'est le nouveau engin graphique qui est très très performant. Donc vous avez des environnements vastes, détaillés, c'est assez bien réalisé de ce niveau-là. Ça utilise aussi le système Ragdoll qui est aussi compris dans l'engin d'Unreal, c'est-à-dire que c'est un peu le système poupée de chiffon quand des ennemis tombent. C'est très réaliste et ça s'applique aussi pour tous les objets, c'est-à-dire les caisses,
pèse les objets, que ça roule à terre, c'est très, très bien fait. Par contre, ça crée beaucoup de problèmes d'interpénétration des objets, c'est-à-dire qu'un ennemi va tomber et on va le voir fondre dans le plancher ou on ne sait pas trop ce qui se passe avec ce personnage. Mais il fait de la rénovation. Exact. De décaper ça. Mais parlant de décapage, on peut parler de rustine également parce que ce logiciel-là a une rustine qui est parue 80 mégaoctets. Dès les premiers jours, donc, le jeu est sorti. Un gros patch, en fait, qui est sorti pour pouvoir corriger les bugs majeurs, c'est-à-dire des plantages assez importants. Maintenant, c'est assez bien, là. C'est pas un jeu qui plante tout le temps. Ça va. Moi, j'ai pas eu de problème avec à ce niveau-là. Mais il faut le dire, hein, par exemple, si on l'installe après avoir joué quelques heures, on va avoir une surprise. Hein. Oui, vous allez perdre vos parties si vous réinstallez la rustine par après. Est-ce qu'il y a un mode multijoueur? Oui, tout à fait. C'est les modes classiques. Le multijoueur, le Team Deathmatch, le Deathmatch. Donc, c'est très standard. C'est pas exceptionnel. Là, vous avez un mode Territories qui vous permettent en fait, il y a des points de respawn qui vous permettent de réapparaître. Il faut aller chercher les codes et pouvoir désactiver ces zones et détruire le point de restauration des ennemis. Est-ce qu'un point intéressant qu'on pourrait mentionner maintenant, c'est peut-être la variété d'armes qu'on a dans ce jeu? Oui, il y en a beaucoup. C'est à peu près 35 armes. Il y a même une arme qui est très amusante. C'est un rat. On lui pose une bombe avec une petite caméra et on peut le guider à travers les dédales de la partie pour aller faire exploser et voir tout ça sauter avec beaucoup de plaisir. C'est juteux. Oui. Là, on va passer dans un tout autre style de jeu, un jeu peut-être plus lent au niveau du développement. C'est Line of Sight Vietnam. Bon, on avait parlé la semaine dernière de Viet Cong. C'est encore la mode, il faut le croire, le Vietnam. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là, sur celui-là? Donc, ce jeu, évidemment, se déroule dans la guerre du Vietnam. Vous incarnez un Marines, en fait, des bérets verts qui fait partie de la SOG, la Studied and Observation Group, qui est un groupe d'experts, donc, qui va aller sur le terrain faire, en fait, de la reconnaissance, aller sauver faire des raids sur les ennemis, aller délivrer des prisonniers. Donc, différentes missions tactiques de cette façon-là. Mais l'environnement est très, très oppressant. C'est dans évidemment, on est dans la jungle du Vietnam. On voit pas où les ennemis sont. On les voit très peu, en fait. Au moins, ce qu'on peut faire, quand on est tiré dessus, on voit une flèche pour s'orienter, savoir d'où l'ennemi vient, parce qu'autrement, là, on serait un peu désorienté. Donc, c'est un grand jeu d'ambiance, on peut dire. Oui, tout à fait. Ce qui est décevant, c'est que ça se passe toujours dans la jungle. Donc, à la limite, on aurait pu nous placer dans sur la même map et à différents endroits, on n'aurait pas vraiment vu la différence. C'est vraiment très minime. Donc, ça vient redondant un peu. Bon, d'un point de vue technique, c'est pas un jeu qui utilise un engin connu. C'est fait maison. Qu'est-ce qu'on peut en dire, cet engin-là? C'est très bien réalisé. Vous allez avoir une jungle qui est vraiment bien représentée. Beaucoup d'arbres, beaucoup de feuilles. À ce niveau-là, c'est très bien. C'est très fluide. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est pas un engin qui est très gourmand. Ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau sonore, c'est-à-dire qu'on utilise les dernières technologies EAX, du Dolby. Donc, vous allez avoir un environnement qui est très riche avec beaucoup de détails dans la forêt. C'est vraiment important. Donc, de ce côté-là, ça a été bien réalisé. Puis, au niveau de la jouabilité, il y a quelques éléments connus qui ont été intégrés. Par exemple, on peut piloter des véhicules. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Non, on peut pas piloter de véhicules, malheureusement. Donc, ça, c'est un défaut du jeu. On reste limité. On voit les objets, mais on peut pas interagir avec eux. Donc, il faut faire avec. On peut ramasser les armes ennemies. Donc, dans le contexte, c'est que notre personnage n'a pas d'uniforme américain. Donc, on prend tout le temps un peu les Vietnamiens par surprise, mais ça paraît pas tellement. Encore là, l'intelligence artificielle est un petit peu boiteuse, c'est-à-dire que souvent, les ennemis vont arriver en courant vers nous et vont nous tirer dessus. Ou même, on est dans la nuit totale et on voit personne, mais eux nous voient d'une très loin distance et ils peuvent nous tirer. Donc ça, c'est un petit déséquilibre. Puis le mode multijoueur, c'est pas forcément non plus exceptionnel? Non, c'est les modes encore classiques. Team Deathmatch. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire les missions solo en mode coopératif. Là, ça devient plus intéressant. Il faut dire, en attendant Doom 3 et Half-Life 2, qu'on verra dans quelques jours, oui. Ça prend des jeux, et ça, c'en sont deux qui sont intéressants. Là, on va terminer avec une blague. Là, parce que là, on a reçu un jeu, on pensait que c'était une joke. On pensait que si ça avait été le Poisson d'avril, on aurait été convaincus de cela. Alors, Knight Rider, il y a un jeu maintenant. K2000, donc la série culte des années 80, que j'avais suivi avec beaucoup d'enthousiasme. Qu'on peut encore voir au Canal D maintenant. Exact, qui passe actuellement. C'est un jeu là, très, très moyen. Là. Si vous êtes un fan de la série et que vous voulez vous procurer à tout prix ce jeu, méfiez-vous. C'est pas tout à fait à la qualité auquel on pourrait s'attendre. Vous allez peut-être vous amuser quelques heures, mais pas plus, et après, ça va être terminé. Mais c'est pas surprenant de voir un jeu comme ça arriver, hein, avec le Grand Theft Auto, la mode des années 80. Oui. On nous ramène Michael Knight. Exact. Et c'est boiteux comme résultat, même graphique. Oui,
graphiquement, c'est pas très exceptionnel, c'est correct, mais tout se déroule dans la voiture, donc on sort jamais faire un peu d'exploration. C'est toujours des prétextes pour se servir des éléments de la voiture qui défient toutes les lois de la gravité. Évidemment, on va pouvoir sauter, complètement arrêter, donc c'est beaucoup d'éléments là, qui font sourire. Mais on doit dire, on a les voix en français original, donc les fameuses voix de Kit. Ça, c'est bien. Donc, je crois que c'est les voix originales, donc je suis pas certain, mais de ce que je me rappelle, là, c'était bien ceux-là. Et ça, c'est intéressant, c'est un point à noter, mais c'est pas ce qui va faire le jeu un très bon jeu. Merci Frédéric. Ça fait plaisir. Nous maintenant, on va aller du côté de Microplay. On va regarder avec Patrick Derry quelques jeux qui sont parus récemment sur la console PlayStation 2 ainsi que d'autres. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, le centre multimédia. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, Internet haute vitesse, le tout dans une ambiance du tonnerre. Maintenant, 2 centres pour faire éclater vos sens à Sainte-Foy et à Beauport. Dream City, mon monde. Patrick Derry de Microplay, bonjour. Bonjour François. On va parler ensemble de jeux consoles assez différents les uns des autres qui vont s'adresser à des publics différents. Si on commence avec un jeu de lutte surprenant de EA Big, Def Jam Vendetta, parlons-en d'abord. Oui, c'est disponible d'abord sur GameCube, sur Xbox et sur PlayStation 2. C'est développé par EA Canada, puis sous l'étiquette EA Big, donc SSX Tricky, Shocks, Sledstorm 2 et également Freestyle, tous des jeux qui nous viennent de cette nouvelle étiquette extrême. Oui, et là, les prémices du jeu sont assez étranges, hein, parce que là, on parle d'un jeu de lutte, mais pas avec la licence de la WWE. Oui, non, c'est ça, c'est inhabituel. C'est-à-dire, c'est un jeu qui se veut avec une culture urbaine très, très, très américaine. Hein. Le look des personnages, c'est vraiment une espèce de look de rappeur costaud, des noirs et des blancs. Puis, c'est un jeu qui veut aller dans cette sous-culture-là. L'objectif, c'est de devenir une espèce de mobster en chef de la bande, de devenir le meilleur combattant de cet underground-là, puis évidemment de se prendre des groupies de lutte au travers de notre cheminement. Bon, ça met en vedette quelques lutteurs, je dirais pas connus, mais qui font partie d'une licence connue qui est la licence Def Jam de Rapper. Donc, il y a vraiment des personnes qui existent qu'on a un peu biffées, comme on dit, parce que sont énormes, ces lutteurs-là. Mais au niveau du contrôle, de la jouabilité, est-ce que c'est intéressant? Parce que les prémices sont intrigantes. Ben, c'est ça, c'est différent. En fait, si on compare un jeu de lutte traditionnel, puisqu'on parlait des rappeurs aussi, la trame sonore, évidemment, est dans la même ambiance, on peut le deviner. Un jeu de lutte traditionnel, habituellement, va être très axé sur la licence, sur le pay-per-view, sur les différents programmes qui sont disponibles et sur les personnages, tandis que la jouabilité elle-même, c'est plus ou moins du tapage de boutons. Donc, les puristes vont m'excuser. Dans Def Jam Vendetta, c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire qu'on n'a pas toute cette ambiance-là, mais le contrôle du jeu de lutte lui-même est très très bon. Puis ça ressemble beaucoup au jeu qu'on avait sur Nintendo 64, la série THQ, qui était d'abord la série du WrestleMania, WCW, puis finalement sur WWF, à ne pas confondre avec celle d'Acclaim et d'Electronic Arts, où on avait un bouton pour attaquer, un bouton pour faire des prises, et dépendamment dans quel contexte c'était utilisé, ça faisait une panoplie de prises différentes. Fait qu'on retrouve la même chose avec Def Jam, c'est en fait un jeu qui est relativement facile à contrôler, on peut faire des prises assez incroyables rapidement. Des fois, on comprend pas toujours qu'est-ce qu'on fait, mais le jeu est facile à prendre en main, fait que ça devient un jeu qui est plus naturel à jouer. Là, on va aller dans un tout autre genre. Celui des jeux de simulation est quand même pas très présent sur les consoles. On a Sega qui fait ici une belle percée avec un jeu pour la PlayStation 2. Oui, bon, j'ai toujours un petit fait pour les jeux de Sega. C'est quand même un développeur qui existe depuis très longtemps puis qui a des produits qui sont souvent innovateurs. L'intérêt de Aero Elite, c'est que c'est un jeu qui est développé par AM2 pour la PlayStation 2 en passant. Et AM2, c'est Virtua Fighter, Racing, Tennis, n'importe quoi, Outrun, Afterburner, F355, mais là, tous les gros succès de Sega en arcade, ça vient de AM2. Et là, maintenant, ce qu'on a, c'est un simulateur de vol pour console. Bon, dans ce genre-là, on a eu quelques essais dans les dernières années, comme Ace Combat, qui était quand même une série assez profitable, Aero Wing aussi. Alors, comment se situe Aero Elite là-dedans? Bon, Aero Elite, dès l'ouverture, on retrouve les éléments traditionnels de à peu près tous les simulateurs de vol. C'est une espèce de trame sonore aux cheveux longs du début des années 80 avec beaucoup de guitares électriques qui nous rappellent un petit peu Top Gun. Maintenant, pour le jeu comme tel, c'est très, très orienté sur la simulation et sur le vol. Donc, c'est plus proche d'Aero Wings que de la série des Ace Combat. On n'a pas vraiment de scénario, on n'a pas un jeu à finir, mettons 28 missions à finir de façon consécutive pour atteindre les objectifs. On a un très long tutorat qui permet d'apprendre vraiment les rudiments du vol, incluant
le décollage et l'atterrissage, ce qui est très intéressant parce qu'on n'a pas ça souvent sur des simulateurs de vol et ça va être utilisé dans des situations de jeu. Le mode d'entraînement est très détaillé, puis il donne accès à d'autres parties du jeu. On a un mode de vol libre aussi qui permet de faire un paquet de choses dans un paquet d'environnements différents, un mode de festival aérien aussi. Puis, c'est pas seulement de la voltige aérienne, il y a également moyen d'intégrer du combat aérien, du combat au sol, du combat air-mer aussi là-dedans. Fait que c'est un effort intéressant au niveau de la simulation. Il y a aussi un petit trouvaille intéressant dans ce jeu-là pour nous mettre vraiment dans l'ambiance d'un pilote, c'est qu'il peut survenir quelque chose à n'importe quel moment. Oui, c'est le mode Scramble. Quand on a atteint un certain niveau au niveau de notre entraînement, le mode Scramble, c'est des missions peuvent survenir à n'importe quel moment dans le jeu, qu'on soit au cours de l'entraînement, d'un vol libre ou en train d'effectuer d'autres missions. Ça arrive, ça interrompt le cours normal du jeu, puis là, on est sous pression et ça se déroule immédiatement. Donc, on ressent un petit peu ce sentiment d'urgence que les pilotes peuvent ressentir. Puis la facture du jeu au niveau visuel, technique, est-ce que c'est de bonne qualité? C'est un jeu d'AM2, donc on a un visuel qui sera... c'est un jeu de PlayStation 2, il y a beaucoup de jeux de PlayStation 2 qui sont beaux, donc quelqu'un qui en a vu plusieurs ne sera pas nécessairement ébahi, mais les avions sont très bien modélisés, sont instantanément reconnaissables, ils sont capables de différencier les F4, les F14, les F15, les F16, vont se les reconnaître immédiatement. Et là, on va terminer avec une série qui en est à son 4e titre maintenant, c'est Dynasty Warriors 4, mais on peut même dire le 5, 6e, parce que bon, il y a eu des variantes au Japon sûrement. Alors parlons-en d'abord de cette série-là qu'on a connue sur la PlayStation 2 et même avant la PlayStation 1. Oui, sur la PlayStation 1, c'est un jeu de combat 1 contre 1. Sur la PlayStation 2, ça a amené un concept qui était tout à fait intéressant de la part de Koei, qui est un développeur de jeux de stratégie. Habituellement, les jeux de Koei, on va gérer sur un champ de bataille différentes unités de combat, puis vont gérer leur positionnement et ainsi de suite, tout le déroulement du combat. Donc, c'est de la macro-gestion, si on veut. Tandis que Dynasty Warriors, c'est l'opposé. On se retrouve un soldat, en fait un officier sur le champ de bataille. Et là, un petit peu comme si on jouait à Braveheart, mais habillé à une sauce orientale. Donc, on intervient directement sur le combat. Et la façon dont on va intervenir sur le champ de bataille avec notre unité en allant embusquer des unités ennemies, prêter main forte à nos propres unités, va influencer le déroulement. Et c'est ça qui rend le jeu très intéressant, c'est qu'à la base, c'est un jeu de pif-paf. C'est un jeu de pif-paf qui est très bien monté, mais tout ce contexte-là de champ de bataille qui fait qu'il y a des implications, parce qu'on ne peut pas simplement se promener de façon désordonnée. À un moment donné, il faut regarder le plan du champ de bataille et voir, bon, moi, je serais peut-être mieux de commencer par ce coin-là, puis on va avoir des alertes dans le jeu qui vont nous dire on devrait aller prêter main forte à tel endroit, fait qu'on a des choix à en faire, puis ces choix-là vont influencer le déroulement du jeu. Puis aussi, le choix des officiers au départ fait en sorte qu'on a des styles de combattants qui sont aussi un petit peu différents, qui rendent la jouabilité intéressante, et même un mode coop aussi. Oui, un mode coopératif à 2 joueurs, il y a plusieurs personnages, ça c'était bien mentionné, il y a plusieurs armes qui sont disponibles. Le mode coopératif à 2 joueurs, c'est ce qui donne la longévité au jeu, c'est ce qui est arrivé dans le cas de Dynasty Warriors 3, qui est un jeu qui a une très longue longévité sur le marché, parce que justement, c'est un jeu qu'on va aimer garder, puis il y a énormément de missions. Il y a un contexte historique qui est très élaboré, ça se passe au 2e, au 3e siècle avant Jésus-Christ, et la toile de fond, c'est basé sur des événements réels. On met un peu de fantaisie au travers de ça, évidemment, parce que, bon, notre personnage principal, à un moment donné, peut abattre 300 ennemis dans un même scénario, puis il y a un petit peu de magie qui va intervenir, mais de façon générale, c'est une trame historique. Puis pour les amateurs dans la série qui la connaissent déjà, qu'est-ce qu'il y a peut-être de nouveau dans celui-ci? Bon, de façon générale, disons-le tout de suite, quelqu'un qui a joué très peu aux autres épisodes ne verra pas vraiment de différence, c'est vraiment des subtilités, un petit peu comme entre Dynasty Warriors 3 et Dynasty Warriors 3 Extreme Legends qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Dans Dynasty Warriors 4, ce qu'on va avoir, d'abord, il y a un mode duel qui fait qu'à un moment donné, on peut se faire interpeller par un officier ennemi. Et là, à ce moment-là, tous les autres combattants qui sont sur le champ de bataille, parce que c'est complètement chaotique, on peut être à 30, 40, 50 personnages en même temps, s'effacent et on est en mode 1 contre 1. Ça change un peu le rythme, ça le casse d'une certaine façon, puis ça met un autre focus, ça c'est intéressant. Il y a plus de personnages, il y a des nouvelles armes. Puis finalement, il y a des engins d'assaut, des catapultes, puis des béliers qu'on va retrouver sur le champ de bataille aussi. Puis ça rajoute d'autres éléments. Fait que les puristes qui vont vouloir continuer à rejouer ce jeu avec des nouvelles variables vont y trouver leur compte. Puis ceux qui connaissent pas la série, ben c'est vraiment c'est peut-être le meilleur épisode par lequel commencer. Merci Patrick. Plaisir François. Nous allons maintenant vous présenter une entrevue qu'on a conduite au E3 avec Reeve Thompson de la compagnie LucasArts. Il va être question du jeu RTX Red Rock et nous le présente. Ensuite, Philippe Carrier vient le commenter. You're working on a game called RTX Red Rock, a new game for LucasArts. What can you tell us about this game? It's a brand new franchise here. Absolutely. It's a brand new third-person action-adventure game, and it's kind of tapping into our adventure heritage, but bringing the game up to date and adding a lot of combat, a lot of action on top of an adventure story.
what do you have in your hands here? This is an independent removable information system. This is called an Iris, and there's an artificial intelligence on here, and she's in the game, and she's kind of the companion of the main character. And you use this, and the main character uses this in the game by plugging into robots to take control of them. You also plug into various consoles and speak to her and get hints and maps and stuff like that. And what I want to do right now is plug her into this console, and she'll introduce our main character to you. So this is Iris right here, and she's introducing Easy Wheeler, who's the main character in the game. And he's a radical tactics expert, which is where we get the name RTX. And that's basically like in the future, instead of training up a team of high combat commandos, they send one guy to training, and they train up individuals, and then they send him into combat situations. So he's kind of like a James Bond character, that type of thing. Since it's a third-person action adventure game, what type of level we'll have to face? Or will there be on the ground, on planets, on bases? Almost the entire game takes place on the surface of Mars, and on the outside various bases like thermal outposts, and then outside our main colony on Mars, which is a giant facility. So you spend almost all of your time, except for a short bit at the beginning, on Mars and on the surface of Mars. But you also take control of a lot of different other vehicles, and so you fly a blimp at one point, you drive a rover, and a big part of the game is taking control of robots. So you plug Iris into the robot, and you can control little tiny chicken robots that zip around. You also control big industrial robots with lasers and all sorts of things. So there are a lot of different gameplay modes in the game. And what about the gadgets the player will be able to use? Since it's a kind of James Bond movie, you have to have gadgets. Absolutely. Well, Wheeler has two things about him that make him sort of a superhero. One is he has a bionic eye, and that eye can see in 4 different spectral ranges, so you can see in ultraviolet and see enemies through walls, that type of thing. You can also bring up maps, things like that. And then also he has his right arm, which is synthetic, and that has a grappling hook, so it can zip up and pull him up to the ceiling. It also has a taser, so he can shoot his hand out, grab an enemy, and then send a bunch of electric bolts down his arm. He also has a torque wrench, a bunch of different things in his arm. On top of that, you play with tons of different weapons in the game. You both have weapons from Earth, and then the aliens who have invaded the colony have a bunch of weapons as well, and you take some of their weapons. Would it have a multiplayer mode? Yeah, we are going to have a multiplayer mode where you'll be able to do 2-on-2 sort of deathmatch style gameplay, and then you also have some races, like with the robots. There's some fun modes as well. Thank you very much, Reese. Thank you. Philippe Carrier de HardGamers.com nous a rejoint pour discuter de RTX Red Rock, mais aussi de Gladius, 2 jeux de LucasArts qui sont en développement. Bonjour Philippe. Salut François. Alors, dans le cas de RTX Red Rock, on parle d'un jeu qui vise une sortie cet été. On a pu essayer une version démo. Parlons là, de ce jeu, d'abord du scénario. Creusons un peu plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? On prend le rôle de Easy Wheeler. Alors, c'est une espèce de SEAL, mais qui est aussi compétent que toute une équipe de SEAL. Alors, vraiment, c'est une armée en un homme. Il va y avoir une situation sur Mars. La colonie est attaquée par des extraterrestres. Alors, on va envoyer cet homme-là pour essayer de les retarder en attendant que des renforts soient envoyés. Alors, c'est un peu ça la prémisse du jeu. Bon, la majorité de l'aventure se passe sur Mars. Si on parle des interactivités, de la jouabilité, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le personnage a des équipements mécaniques sur lui. Alors, il y a un bras mécanique qui peut faire toutes sortes de choses, qui peut servir d'outil. Il y a un grappin d'intégrer. Alors, ça va être un élément important pour ce personnage-là. Il y a aussi un œil bionique aussi, qui va permettre de voir d'une façon différente. Alors, par exemple, voir au travers des murs, avoir une carte dynamique qui peut apparaître pour aider à guider le personnage. Ça va être accompagné par une intelligence artificielle qui s'appelle Iris. Alors, l'intelligence artificielle permet de prendre le contrôle de robots qui sont disponibles un peu partout sur la colonie. Alors, ça va aider à accomplir des missions secondaires et sinon, pour avoir de l'information continuellement là, sur ce que doit faire le personnage. Bon, il y a quelques escarmouches contre des extraterrestres, mais ils ne sont pas majeurs. On doit dire c'est avant tout un jeu d'aventure plateforme ici, presque. C'est curieux un peu. Le jeu ressemble à Red Faction dans l'environnement et tout ça, mais l'élément d'action est quand même assez secondaire parce que il y a des éléments de plateforme. Alors sauter
de but en but sur Mars, mais ça va surtout se passer à l'intérieur. Les éléments d'action, de combat sont pas très importants. Puis l'interface, la prise en main est pas facile pour ça. C'est pas vraiment un shooter. Là, faut pas s'attendre à ça. On a souvent reproché à LucasArts de faire des jeux basés sur des licences trop célèbres qu'on revisite trop souvent, comme Star Wars, bien entendu, Indiana Jones. Là, on arrive dans un univers totalement nouveau. Est-ce que ça nous prend ce jeu-là ou est-ce que ça va prendre du temps avant justement d'être vraiment intrigué? Moi, j'ai pas été pris immédiatement parce que ça ressemble énormément à Red Faction, mais les contrôles sont pas aussi intéressants. L'environnement est moins dynamique, il est pas destructible. C'est des puzzles, c'est trouver la clé pour ouvrir une porte, ce genre de choses-là. Alors, c'est quand même très linéaire. C'est peut-être pas le genre de jeu auquel on s'attend, mais il reste à savoir si ça va être intéressant quand le produit va être complété. Bon, on va passer maintenant à Gladius, qui est un jeu, comme son nom l'indique, qui fait référence au gladiateur. Alors, très inspiré d'ailleurs vraiment du film là, du même nom qui est paru il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette aventure-là? Parce qu'encore une fois, bon, on nous promet un jeu d'aventure avec des éléments de rôle, tout ça. Comment ça se présente? Bon, ça se présente comme un jeu de rôle tactique. Alors, ceux qui connaissent Final Fantasy Tactics, Ogre Tactics, la prémisse, c'est qu'il y a des combats par tour. Alors, c'est vraiment ça l'attrait principal du jeu, mais c'est encadré par une histoire qui est quand même assez importante et donc il va falloir suivre le déroulement. Le jeu présente deux personnages principaux, Ursula qui est une princesse barbare, et il y a aussi Varens qui est le fils d'un gladiateur très célèbre. Alors on a le choix des deux personnages, alors ça incite donc à faire le jeu 2 fois pour voir les deux points de vue, et selon le personnage qu'on va prendre, va falloir essayer d'empêcher une guerre qui va se dérouler prochainement. Alors le principe de base du jeu, c'est qu'il y a des arènes avec des gladiateurs. C'est la seule façon que les gens ont trouvé pour avoir des combats. Alors, vous allez contrôler une nouvelle école et vous allez devoir engager des nouveaux gladiateurs, les entraîner et faire des combats justement pour gagner de l'expérience, développer les personnages et avec ça, aider à explorer le monde. Bon, je présume que s'il y a des éléments de jeu de rôle, il y a des éléments d'aptitude de personnages, des armes qu'on peut se procurer. Alors, est-ce que c'est un petit peu varié de ce côté-là? Est-ce qu'on nous promet quelque chose d'intéressant? Parce que, bon, le jeu est prévu pour la fin de l'été, là, ici. Oui, alors le démo est pas très vaste, mais sinon, on voit qu'il va y avoir probablement quelques milliers d'armes, il va y avoir de la magie, il va y avoir des différentes habiletés. Et en combat, l'intérêt, c'est qu'un peu comme Final Fantasy X, chaque fois qu'il va y avoir une attaque ou une magie qui va être utilisée avec la manette, il va falloir un combo de touches pour réussir à faire l'attaque de façon très performante ou non. Alors, il va y avoir une certaine interaction, mais ça reste un jeu de combat par tour assez classique sinon. Puis les combats, est-ce qu'ils sont prenants, est-ce qu'ils sont intéressants ou est-ce que c'est un petit peu fade encore? Avec ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est assez limité, mais le jeu promet vraiment une grande variété de classes pour les gladiateurs avec beaucoup d'habiletés et de magie différentes. Puis sinon, il est supposé avoir 4 grands mondes à explorer. C'est peut-être pas de l'exploration, c'est supposé être assez linéaire, mais l'histoire devrait être assez prenante. Puis sinon, le moteur de combat est quand même classique et bien fait. Ça donne le goût vraiment de jouer un peu plus. Bien, merci beaucoup Philippe, on va surveiller ces jeux. Merci François. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info où vous trouverez toutes nos émissions en format Real Video, des liens et des compléments concernant celles-ci, des articles de fond, un forum de discussion et un service d'annonce classé. Le site web de Micro.info est hébergé grâce à la collaboration de Cybercat, une équipe d'ingénieurs œuvrant depuis plus de 5 ans dans le développement d'applications web et Palm OS pour les entreprises, et de Linux Québec Technologies, une firme avant-gardiste qui œuvre dans le domaine de la réseautique. Voilà, c'est déjà tout pour Micro.info. Revenez-nous la semaine prochaine. Nous allons nous laisser sur les images d'un autre jeu édité par LucasArts, mais développé par BioWare. Il s'agit de Star Wars Knights of the Old Republic. Au revoir. Les éléments de décor ont été gracieusement fournis par Flymeuble et les équipements informatiques par Info Unique.